Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mon top 10 de mes lectures de 2024. Donc je me suis arrêté à top 10 parce que bon voilà, je me dis top 10 c'est bien, j'allais partir trop loin sinon j'aurais pu faire un top 25. Enfin voilà, ça allait partir trop loin. Et sur alors pour vous donner une idée, j'ai lu 55 romans en 2024. J'ai lu aussi des BD, j'ai lu quelques mangas, j'en lis pas beaucoup en ce moment mais j'en ai lu quand même. Enfin 2024, j'ai pas lu beaucoup de mangas. Mais j'ai voulu faire sur les romans. Là, je me suis concentré sur les romans. J'ai aussi lu des livres d'histoire, mais voilà, je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo. Donc voilà. On commence tout de suite avec. Alors, je les ai un petit peu classés. Ça va un peu du dixième au premier. C'est les 10 meilleurs, mais voilà, je les ai un petit peu classés comme ça. Donc le dixième, donc vraiment, c'est un roman de Serge Brussolo, qui est Les prisonnières de Pharaon, et pas du Pharaon, je fais souvent l'erreur. Serge Brussolo, c'est assez intéressant parce que c'est un écrivain que j'avais déjà lu quand j'étais adolescent. Donc vraiment, ça remonte. Et je me souviens que j'avais aimé, je me souviens plus très bien des histoires. Je me souviens que j'avais lu un livre où il y avait les pèlerins de je sais plus quoi dans le titre. Vraiment, ça remonte, donc je me souviens plus beaucoup. Mais je me souviens que j'avais aimé en tout cas. Et que c'était quelqu'un qui nous emmenait dans des mondes vraiment intéressants. Et là, c'est le cas aussi dans ce roman. J'ai l'impression que c'est un écrivain qui est plus beaucoup lu aujourd'hui, que les gens connaissent. Peut-être pas les plus jeunes, vraiment les très jeunes. Je sais pas si les très jeunes le lisent encore, en fait. C'est une bonne question. Mais c'est vrai que quand j'en parle en librairie, les gens connaissent, mais je sais pas s'il est encore très lu. Peut-être qu'il va un peu tomber dans l'oubli dans les prochaines années. J'espère pas, parce que c'est un super écrivain, mais c'est possible. En tout cas, c'est dans ce bouquin, on part dans un monde, encore une fois, vraiment étonnant. C'est un groupe de femmes qui se fait prendre en otage dans le désert. Je sais plus où ça se situe. Je sais même pas s'il dit l'endroit en fait où ça se situe. Dans un sorte de désert. Enfin, ça se passe sûrement en Égypte, hein. Mais je sais même pas si c'est vraiment dit. Enfin, c'est Pharaon, ça semble logique. Mais comme c'est un monde un peu imaginaire, enfin pas imaginaire, mais presque. Voilà, je sais même pas si c'est dit que c'est Égypte. Euh, et elles vont se faire capturer comme ça pour un sultan ou un calife, quelque chose comme ça. Elles vont rentrer dans une immense demeure où il n'y a que des femmes. Elles sont toutes un peu prisonnières du calife. Elles attendent un peu d'être choisies par lui. Pour soit partager sa couche ou autre chose, enfin je sais pas trop, mais elles attendent, elles sont dans l'attente. Et elles n'ont pas le droit de sortir, quasiment pas en tout cas, pas la nuit. Elles sont dans un. Elles sont beaucoup entre elles, il y a beaucoup de jalousie aussi entre elles, laquelle va être choisie, j'espère que ça va pas être elle, j'espère que ça va être celle-là. Et vraiment, il y a plein de personnages très étonnants. On va suivre une de ces femmes du coup. Il y a des scènes parfois un peu difficiles, hein, des fois. C'est, pour les lecteurs un peu sensibles, des fois il y a des scènes qui sont un petit peu dures. Et c'est vraiment réussi parce qu'on rentre dans un monde fermé, du coup, dans une sorte de huis clos. Une des filles va réussir à plus explorer le palais. Je sais pas si c'est une sorte de palais, on ne sait pas trop, mais dans une sorte de maison vraiment très luxueuse. Et elle va rencontrer des personnages, ceux qui travaillent, aussi des hommes, ceux qui travaillent. Elle va réussir à quitter un peu cette pièce-là. Et par exemple, enfin, la nuit, il y a des chiens qui rôdent, c'est fermé à clé, et si on s'échappe, bah, il y a les chiens qui vont nous dévorer, donc elles peuvent vraiment pas partir. Et c'est super, vraiment, on rentre dans un monde bourré d'intrigues. Vraiment, ça marche. Serge Solo, j'ai adoré. Donc, grande réussite, je vous le conseille vivement. Je vais pas trop raconter parce que c'est vraiment un roman qu'il faut découvrir. Mais c'était vraiment super. Ensuite, c'est un policier, Caril Ferré, Paz de Caril Ferré. Caril Ferré, qui est un auteur de policier qui pour l'instant ne compte quasiment aucune déception pour moi. Vraiment, c'est un de mes écrivains de polar que je préfère. Et ce qui est bien, donc chaque roman se passe dans un pays différent. Il y a souvent une grosse connotation écologique dans ces romans. Notamment, il y en a un qui se passe au Botswana, je crois, dans une réserve animale. Là, il y a son dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Kindatrap, quelque chose comme ça, qui se passe dans les îles Féroé. Ça parle là moins dans celui-là. Et vraiment, c'est réussi. Les personnages sont super. Il y en a beaucoup, mais ils sont. On se perd pas. Vraiment, le lecteur se perd pas du tout. Il y a beaucoup d'intrigues différentes. Il y a beaucoup de sous-intrigues.
Et c'est super parce que déjà la fin est réussie. Donc bien évidemment, je vais pas vous la dire, hein. Je vais la remonter quand même parce que vraiment, en plus j'aime bien les couvertures. Je vais pas vous la dire, mais la fin est vraiment réussie. Et souvent dans les policiers, c'est quelque chose que je redoute parce que souvent les fins sont soit très accélérées, soit un peu rocambolesques, des fois presque prêtes à rire. Donc et là vraiment la fin est réussie pour moi en tout cas. C'est un peu hard par moment. Il y a des moments qui sont vraiment sanglants. Et ça se passe du coup en Bolivie. Euh, et c'est vraiment. Je crois qu'il va peut-être dans plusieurs pays à un moment. Peut-être qu'il va en Argentine aussi, je sais plus trop. Parce qu'il se déplace beaucoup. Et il explique bien. En fait, c'est ça que j'aime bien dans Caril Ferry, c'est que c'est pas juste un policier juste pour une enquête. Qui est bien sûr, l'enquête est très réussie. Mais il explique bien aussi le contexte d'un pays, la situation économique, politique, les rapports entre les hommes et les femmes, entre les différentes classes sociales. Et vraiment, là, du coup, il va beaucoup aussi dans les zones un peu plus pauvres, dans les sortes de favelas, quoi. Et vraiment, c'est super, c'est très intéressant aussi à ce niveau-là. C'est pas juste pour. Avec Ariel Ferry, on lit pas juste un policier. On va apprendre la situation d'un pays à chaque fois. C'est très intéressant. Comment les populations locales pensent. Et on voit qu'il y a un vrai travail de l'auteur très sérieux là-dessus. Donc je vous le remonte. Caril Ferry passe, c'était vraiment super. Un très très bon polar. Ensuite, alors je pense que c'est un artiste moins connu, Norman Django, l'œuvre du serpent. Vous voyez, c'est un SP au fait. Les libraires, on reçoit des services de presse. Donc en fait, on reçoit les bouquins avant qu'ils sortent pour qu'on puisse les lire et les conseiller à nos clients. Donc vous voyez, il n'y a même pas encore la synopsis. Ils ont gardé la couverture. Des fois, j'ai même pas la couverture définitive, hein, mais c'est bien celle-là. Euh, et c'est vraiment génial parce que c'est un policier de science-fiction. Clairement, on s'en rentre vraiment dans cette catégorie-là. Alors, je vais en parler un petit peu plus longuement parce que. Et en plus, il est pas très connu. Je pense que Norman Django, c'est un auteur qui est peu connu. C'est un français, hein. Euh, alors, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Mais alors, c'est dû à une explosion d'une sonde. En fait, il me semble que c'est les humains, à force de vouloir exploiter les ressources de la Terre, ont creusé trop profond et ça a causé une sorte d'explosion. Je me souviens plus très bien parce que c'est pas forcément la chose la plus intéressante du roman et ils expliquent ça au début, mais après ils reviennent pas forcément dessus. Et du coup, ça a créé une sorte d'immense tremblement de terre ou explosion. Tout est abîmé, beaucoup de maisons se sont effondrées. Et au fait, on arrive dans un moment où le monde commence à se relever. C'est-à-dire que c'est pas du tout des survivants, il n'y a plus rien à manger, pas du tout. C'est les gens recommencent à aller à l'école, recommencent à aller travailler, on recommence à se reconstruire, on recommence à rentrer dans un monde un peu normal. Mais tout le monde a chuté un peu d'une classe sociale. On sent que ça, il y a encore des dégâts, un peu comme un pays qui a été en guerre pendant longtemps et qui connaît la paix mais depuis peu. C'est un peu cette ambiance-là que ça donne. Il y a des bâtiments qui sont encore effondrés. euh, Tout le monde a chuté, donc les très riches sont devenus juste riches. La classe moyenne est devenue pauvre et les pauvres sont devenus très pauvres. Tout le monde a un peu chuté forcément parce que ça a eu des conséquences économiques énormes. Et là, ça parle de tableaux qu'on n'arrive pas à retrouver. Depuis cette catastrophe, il y a beaucoup d'œuvres d'art, enfin tout au fait, ont été un peu perdus, on a du mal à retrouver et il y a eu beaucoup de vols. Et on soupçonne des œuvres d'art d'avoir été volées, des grands tableaux. Je sais plus s'il y a que des tableaux, mais je crois que c'est ça, c'est surtout des tableaux. Et on va mettre un des policiers sur le coup, qui va s'occuper de ça. Et au fait, ce policier, depuis cette grande. Je sais plus comment c'est une explosion tremblement de terre, enfin, depuis cette catastrophe qui a touché vraiment la planète entière, il y a certaines personnes qui ont acquis des capacités un peu hors normes, notamment de télépathie, ou quand ils vont toucher un objet, ils vont rentrer en connexion avec les personnes qui ont touché l'objet avant, ou des choses comme ça. Pas forcément des super pouvoirs non plus, on peut pas considérer ça, ça va pas aussi loin, mais ils sont surdoués dans certains domaines, notamment surtout dans la télépathie. Mais par contre, ils ont perdu certaines facultés. Il y en a par exemple qui ont plus d'odorat, il y en a qui entendent mal. Et c'est super parce que c'est pas du tout des super-héros Marvel complètement au-dessus des autres, des super-hommes, des surhommes quoi, ou des surfemmes, pas du tout. Ils sont très dépendants des personnes normales au fait, je mets des guillemets, hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des hommes et des femmes qui ont acquis certaines capacités mais qui ont perdu d'autres. Et du coup, ils sont très dépendants de tous les autres encore. Ils sont pas du tout hors société.
Donc il y en a qui vont se servir un peu de ces surcapacités pour faire le mal, bien évidemment, et il y en a qui vont être notamment le personnage principal, qui va être récupéré par la police. Forcément, un agent qui peut lire dans les pensées ou qui peut se connecter, par exemple en touchant un des vêtements, qui peut se connecter à celui qui l'a porté, forcément ça peut être très utile. Et il va faire équipe avec une femme, donc encore, je mets des guillemets, normale, qui n'a pas qui n'a pas eu ces capacités-là suite à cette explosion. Je sais plus si c'est une explosion, vraiment je dis ça, je sais plus du tout. Et ils vont former un binôme vraiment surprenant parce que l'enquêteur en question, il est un peu en fin de carrière, il est pessimiste à souhait, il en a marre. Je crois qu'il était même sur le point d'arrêter, on l'harcèle un peu pour qu'il fasse une dernière affaire. Et l'autre, la femme avec qui il va faire équipe, elle vient d'arriver. Donc elle a un enthousiasme beaucoup plus développé forcément. Elle va tomber sur ce gars-là, donc ça va être un duo vraiment rigolo. Donc voilà, là je peux vous le dire parce que ça se passe dès le début du roman. Vraiment, ça se passe au moins, c'est dans les 50 premières pages. Donc, mais ça va être tout le long du roman, donc c'est utile que je le précise. Il y a un peu une sous-enquête parce que ce policier, donc le personnage principal, un jour il est dans un bar et il y a un individu qui va lui jeter de l'acide, je crois. Enfin, qui va lui jeter un liquide dans les yeux qui va le rendre aveugle. Donc il est aveugle. Donc sa coéquipière va aussi devoir le guider quand ils vont se promener, tout ça. Donc au fait, il a perdu la vue, mais par exemple, il a d'autres capacités qui est lieu à son psychisme un peu spécial, qu'il a acquis comme ça. Donc c'est super. C'est super parce que c'est pas du tout. Ça reste assez réaliste au fait, bizarrement. C'est de la science-fiction, mais assez réaliste. On se dit, c'est pas complètement fou. Et j'aime bien la science-fiction aussi qui part beaucoup plus loin, hein, mais là c'était intéressant parce que ça se passe dans un monde, c'est assez crédible quoi. Le monde se relève après une grosse catastrophe naturelle qui pourrait très bien arriver, hein. Donc c'est vraiment, c'était super, c'est réussi. C'est pas son premier roman, je crois qu'il en a écrit d'autres, mais je crois c'est un auteur qui est vraiment peu connu. Mais c'était vraiment génial. C'est assez gros pavé, hein, je vais vous dire ça, mais il fait. Oh ouais, bon, presque 500 pages, ça commence à être du bon bouquin quoi. Ensuite, c'est un roman de David Fontkinos qui s'appelle Je vais mieux. Je sais pas si on le voit bien, j'espère qu'on le voit bien. Désolé, il y a un petit reflet. C'est pour ça que je le dis à l'oral. Donc Je vais mieux de David Fontkinos, qui est le premier roman que je lis de lui. Bon, c'est un auteur très connu, hein, mais moi j'en avais jamais lu. Et au fait, je l'ai pris dans une boîte à livres. C'était assez intéressant parce que moi j'ai des. Bon, je raconte un peu ma vie, mais c'est très rapide, hein. Mais j'ai souvent mal au dos, en bas du dos. Et c'est un mal qui me prend très souvent. Et au fait, le personnage principal, c'est écrit dans la synopsis, a ce mal de dos constant aussi en bas du dos. Et ça part un peu de là. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je dis, bah, moi aussi j'ai mal au dos, donc je l'ai pris juste pour ça. Vraiment, je l'ai pris pour ça. Il va, un peu comme moi, il va aller voir des médecins, des kinés, et ils vont lui dire, mais monsieur, vous avez rien. Enfin, musculairement, en tout cas, sur les radios, il n'y a rien. Vous n'avez pas de mal apparent. Et pourtant, lui, il a vraiment la douleur, exactement comme moi. Et donc ça part de là. Et il va se dire, il va essayer d'expliquer du coup par sa vie et plus psychologiquement pourquoi il a ce mal de dos qui visiblement n'est pas du tout musculaire. Ça part de là et du coup forcément ça va faire un enchaînement un peu dans sa vie, ça va prendre des conséquences énormes, ça va prendre toute la place, il va être obsédé par ce mal de dos. Et j'ai bien aimé l'écriture de David Fontkinos, c'est une écriture simple mais pas du tout méprisant quand je dis ça, c'est simple mais efficace. Vraiment j'aime bien les écritures comme ça aussi. Et les personnages ça fonctionne, le personnage principal ainsi que sa femme, on a beaucoup d'empathie pour lui. Vraiment, on a envie de savoir pourquoi il a mal au dos. Au fait, on est vraiment avec lui. On est vraiment avec lui. Donc, très, très très grosse réussite aussi. C'était vraiment sympa. Je vous le conseille. J'en ai pas lu d'autres, mais je pense que je vais en lire d'autres de David Fontkinos, ça c'est sûr. Le prochain bouquin, c'est un roman. Là, on n'était que dans les Français. Là, on passe à une écrivaine russe qui s'appelle Gouzel Yakina. Ça s'appelle Convoi pour Samarcande. C'est un bouquin que je parle déjà dans une vidéo que j'ai envoyée à une chaîne YouTube qui s'appelle Les Mémoires d'Adrien. Il fait plusieurs vidéos de plein de sortes différentes, mais il a une vidéo qui revient souvent, c'est ma bibliothèque idéale en 20 livres. Et j'ai participé du coup. Il a sélectionné ma vidéo, donc vous pouvez voir sur sa chaîne, ça s'appelle Les Mémos apostrophe art d'Adrien. Je vais aussi la mettre, je pense, sur ma chaîne YouTube, mais sans ses commentaires à lui sur sa vidéo, il y a les commentaires aussi de lui. Donc je vous invite aussi à faire le questionnaire, c'est sympa, je vais essayer de le mettre en lien.
une des questions, c'est quel est votre roman historique préféré? Et j'ai répondu celui-là. Mais au fait, il y en a d'autres, mais de la même autrice. Donc tous mes romans historiques préférés, c'est vraiment Gouzel Yakina. C'est une écrivaine qui est quand même connue, mais pas énormément non plus. C'est vraiment entre les deux. Donc là, je passe assez vite parce que comme j'en parle déjà dans cette vidéo, je vais un peu me répéter. Ça se passe dans les années 20 en URSS. Et l'État a l'idée enfin, l'URSS traverse une crise de grosse famine. Vraiment, ça va mal économiquement. Il n'y a pas grand-chose à manger, quoi. Et du coup, l'État va mettre en place des convois. Ils vont envoyer des trains à l'est du pays, parce que l'est du pays se porte un peu mieux, apparemment. Donc, ils vont mettre des enfants, beaucoup d'orphelins ou des parents qui n'ont pas assez d'argent pour s'en occuper. Ils sont 500. Ils vont les mettre dans ce convoi et ils vont les mettre sous la direction de Blanche, qui est une femme, une officier, je crois, une militaire, et Dave, je sais plus trop c'est quoi sa fonction, mais il va s'occuper du convoi, il va s'occuper des enfants. Il y a d'autres personnages qui sont tous aussi fascinants les uns que les autres, hein. Et il va s'occuper de ce convoi et vraiment il n'y a rien. Donc il n'y a pas de nourriture quasiment, il n'y a rien du tout. Mais la situation est tellement désespérée que des parents se précipitent pour mettre les gamins dans les convois pour qu'ils essaient de les sauver. Vraiment, la situation est catastrophique. Donc ils préfèrent quand même le mettre dans ce convoi où on sait qu'il n'y a rien à manger, tout ça, mais au moins ils vont peut-être arriver à destination et peut-être qu'à Samarcande, donc ça part de Kazan et ça arrive jusqu'à Samarcande, peut-être qu'ils vont avoir une vie meilleure, c'est ce que les parents se disent. Et Dave, qui est un des personnages qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai lu, c'est vraiment fantastique ce personnage avec une détermination, mais une combativité mais exceptionnelle qui est quasiment imbattable, il s'écroule jamais. Alors que on se serait écroulé 1000 fois à sa place et lui il s'écroule jamais, il va se battre pour les enfants. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui est assez pudique. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui va faire des gros câlins aux enfants, qui va dire aux enfants je vous adore, qui va leur faire des bisous, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui montre pas trop son affection, mais dans son combat on voit qu'il les adore au fait, qu'il est prêt à mourir pour eux. Donc il est très touchant, c'est vraiment un personnage qui est très touchant et il va essayer de, donc il s'arrête dans les villages, il essaye de mendier un peu de la nourriture. Ils sont 500 enfants, c'est pas rien. Faut vraiment, faut qu'il y ait de la soupe, quoi. Faut vraiment ramener de la nourriture. Donc il va même aller dans la forêt, essayer de cueillir des choses. Donc il y a des scènes qui sont difficiles parce que forcément les enfants vont de plus en plus mal et je vous raconte pas tout, mais donc voilà, c'est une situation qui est très critique. Mais c'est rempli d'humanité. Il y a des scènes qui sont magnifiques. Les personnages sont vraiment, c'est incroyable. Je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie de ce roman. Je vous le remonte, c'est Gouzel Yakina, Convoi pour Samarcande. Mais même si celui-là vous tente pas, essayez de regarder les autres. J'ai Souleika Ouvre les yeux qui est là. J'ai aussi Les Enfants de la Volga. Celui-là, je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais il était bien aussi. Vraiment, Gouzel Yakina, c'est super. Et je vais vous parler d'un autre auteur qui s'appelle Shigozi Obioma, qui est un auteur nigérien. J'en parle aussi dans la vidéo de Mémoire d'Adrien. Ça s'appelle Les Pêcheurs. Et pareil, c'est une très grande réussite parce que il est assez peu connu aussi, un peu au même niveau que Gouzel Yakina, je crois un petit peu moins encore. Il a aussi écrit La prière des oiseaux, qui est fantastique. Les pêcheurs, malheureusement, je crois qu'il est indisponible, donc vous pouvez pas le. Il n'est pas épuisé, donc je pense qu'ils vont peut-être le réimprimer, mais pour l'instant, vous pouvez pas le commander en librairie. C'est que en librairie d'occasion. Voilà, vous pouvez que l'avoir d'occasion. Il me semble, à l'heure où je fais cette vidéo, on peut pas se le procurer en librairie. On peut se procurer par contre La prière des oiseaux. Il en a sorti un autre plus récemment, donc j'ai oublié le titre. J'ai pas encore lu, mais je pense que je le lirai du coup. La prière des oiseaux, c'est super aussi, hein. Et là, ça parle de quatre frères, donc au Nigeria. Et au début, ça parle, hein, ils se baladent dans leur village. C'est dans la campagne, donc je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais voilà, ils s'amusent, ils jouent dehors. Et il y a un peu le fou du village. Clairement, c'est vraiment le fou du village. Il parle tout seul. Des fois, il est à moitié dévêtu. Donc, c'est un peu. Voilà, les gens se méfient un petit peu de lui. Il a l'air un peu dangereux aussi. Il y a quelques scènes où on se dit. Je pense qu'il faut pas trop le côtoyer. Il a l'air assez dangereux. Et à un moment, je sais plus c'est lesquels des quatre frères, mais ils sont plusieurs. Je crois qu'ils vont lui jeter des cailloux, quelque chose comme ça. Ils vont un peu l'embêter. Même un peu l'agresser. Et donc, ce fou du village, là, il va leur dire. Il va leur faire une sorte de malédiction ou de prédiction, je ne sais pas trop comment on appelle ça, plutôt une malédiction du coup. Il va leur dire votre aîné va mourir et il va être tué par l'un de ses frères.
Et au début, ils rigolent un peu, ils se moquent un peu de lui, ils disent ouais, le fou, qu'est-ce qu'il raconte? Ils rentrent chez eux, au fait, ils apprennent que les gens se méfient de lui, de ce fou, parce que, au fait, souvent, il dit des choses qui sont pas super, mais qui se produisent. Souvent, ça se produit. Donc, au fait, on va voir les quatre frères réagir différemment, dont l'aîné qui lui est directement concerné, parce que, apparemment, il va se faire tuer par l'un de ses frères. Et c'est super parce que, au fait, quelque chose d'assez anodin, ils réagissent tous différemment. Il y en a un qui s'en fiche un peu, l'autre ça va le perturber. Enfin, je vous dis pas plus parce que c'est vraiment l'enjeu, c'est est-ce que la prophétie va se réaliser, c'est tout l'enjeu du bouquin. Et mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va prendre une place énorme dans leur vie. Ça va devenir une sorte d'obsession. C'est très très bien écrit, l'écriture est fantastique, j'ai adoré. Donc Shigozi Obioma, Les Pêcheurs, c'était vraiment super. Ensuite, on a Damien de Herman S. Qui est. Bon, l'écriture de Herman S, moi j'aime beaucoup. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'aime beaucoup moins Le Loup des Steppes, qui est un peu son classique vraiment absolu. J'ai commencé par celui-là et je suis vraiment pas rentré dedans. Mais les autres que j'ai lus de lui, j'ai adoré. Donc j'aime beaucoup cet auteur allemand, du coup. Du coup, on a un peu quitté la France là. On était sur des Français au début, mais là on part ailleurs. Et c'est super parce qu'au fait, on rentre vraiment on rentre dans le cerveau de quelqu'un. Vraiment, on comprend comment cette personne réfléchit. Et ça parle beaucoup d'addiction. Au fait, on comprend comment fonctionne une addiction. Là, par exemple, c'est plus l'alcool. Mais je pense qu'on peut essayer de transvaser ça sur d'autres addictions qui doivent fonctionner un peu pareil. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. On comprend vraiment comment une addiction peut prendre de la place petit à petit chez quelqu'un. L'écriture est très belle aussi. J'en dis pas plus parce que c'est un petit roman et si j'en dis trop, je pense que je vais trop révéler. Il y a juste la fin qui m'a laissé un peu perplexe, je vous avoue. Donc si vous le lisez, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de la fin, mais c'était vraiment très très bien. Ensuite, c'est le seul que je n'ai pas là, il n'est pas dans ma bibliothèque. Je l'ai lu, je sais plus, je l'ai peut-être donné à quelqu'un, je sais plus trop, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Je vais l'afficher. Ça s'appelle Carpath de Liliana Lazar, qui est une écrivaine assez peu connue aussi. Elle est roumaine, ça c'est sûr, mais elle est peut-être française aussi. Je ne sais pas si elle a double nationalité, mais elle écrit en français. Donc elle est franco-roumaine, je pense. Et ça parle. En fait, c'était une époque, j'avais lu À l'ombre de Winnicott. Je me souviens plus des auteurs. Je crois que c'est Manchette et Niemek, quelque chose comme ça. C'est coécrit. Qui est un roman un peu d'horreur que j'avais plutôt apprécié. Et ça m'a donné envie de me remettre un peu au roman d'horreur. C'est quelque chose que j'ai complètement abandonné, que je lisais quand j'étais petit, par exemple, notamment par les chairs de poule, mais par d'autres choses aussi. J'aimais bien les romans d'horreur, en fait, quand j'étais petit, j'aimais bien me faire peur en lisant. Et c'est quelque chose qui était complètement parti, au fait, quand j'ai, à ma fin d'adolescence ou au début de vie d'adulte, j'ai complètement arrêté. Et j'ai eu envie de retourner un peu vers ça. Et là, c'est les Carpates. En plus, j'avais envie de faire une randonnée dans les Carpates à ce moment-là. Et comme le roman s'appelle Carpates. Et c'est intéressant parce que pour la petite histoire, c'était dans ma librairie. Et je faisais un carton de retour. Les livres qu'on vend pas pendant un certain temps, on a le droit de les retourner, au fait. Et je l'ai lu, j'ai vu dans le carton des retours, et j'avais bien aimé la couverture. Je fais, ah, c'est marrant, ça s'appelle Carpath, j'ai envie de faire une randonnée dans les Carpates. Et j'ai regardé la synopsis derrière, et j'ai fait, mais ça a l'air génial. Donc je l'ai retiré des retours, je l'ai lu. Et après, j'en ai vendu beaucoup dans ma librairie parce que je l'ai adoré. Donc c'est assez intéressant comme ça, c'est vraiment un petit signe du destin. Il était censé un peu tomber dans l'oubli, au moins pour moi, et du coup, bah non, pas du tout. Et ça se passe, du coup, c'est un couple qui part. La femme est anthropologue. C'est un jeune couple, ils ont dans une trentaine d'années, je crois. Et je sais plus s'il m'a réussi, mais au moins la femme, elle est anthropologue. Et elle part dans les Carpates, donc dans une zone assez reculée de Roumanie. Elle va à la rencontre d'une tribu pour faire des études d'anthropologie, donc pour étudier un peu comment vivent cette tribu qui est censée un peu être coupée du monde. Ils vont tomber en panne, ils vont prendre une vieille voiture, ils vont tomber en panne au milieu de nulle part, au milieu des Carpates. Il y a des très belles descriptions d'ailleurs, enfin l'atmosphère est très angoissante au fait, c'est très brumeux, il fait jamais très beau, on voit pas trop loin ce qui se passe. C'est génial, c'est vraiment, même l'entrée en matière elle est super, on est tout de suite dedans. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré. Donc ils vont tomber en panne, ils vont réussir à trouver une auberge, et l'aubergiste va leur parler d'une autre, euh, d'une autre tribu qui a rien à voir en fait avec celle qu'ils devaient voir à la base. Et comme en fait ils sont bloqués, ils ont rien à faire en fait. Donc ils ont pas de, je crois que le téléphone ça passe pas. Enfin vraiment ils ont pas de solution pour l'instant dans l'immédiat.
Donc la femme va se dire, bah, on va aller voir cette tribu-là, voir comment ils vivent. Ils y vont. Et déjà, l'aubergiste, on le sent un peu bizarre. Enfin bref, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Ils vont au contact de cette tribu, donc ce couple va à leur rencontre. Et au début, ça se passe plutôt bien, ils sont bien accueillis. Je vous raconte ça parce que c'est le début. Ils sont plutôt bien accueillis, l'ambiance est plutôt. On le sent plutôt bien, même si on se doute que s'il va se passer quelque chose. Et très vite, il y a des. Au fait, déjà, c'est séparé. C'est vraiment les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et on sent que c'est une situation, c'est une société plutôt matriarcale. Plutôt les femmes qui ont le pouvoir, même largement. Même, je sais pas pourquoi je dis plutôt, c'est largement. C'est les femmes qui contrôlent. Et donc la femme et l'homme, le couple, vont pas du tout être traités de la même manière. Et l'homme va avoir plein d'endroits où l'accès va lui être refusé. Donc lui, il va moins bien le vivre forcément. Lui, il a envie de rentrer clairement tout de suite. Et la femme, elle est intriguée. Il y a vraiment c'est vraiment l'écriture marche très bien parce que c'est une atmosphère. On sent qu'ils sont coincés. Et du coup, on ne sait pas comment ça va finir quoi. Et tout de suite, on va petit à petit, on va rencontrer des choses qui sont de plus en plus inquiétantes, des rites de plus en plus inquiétants. Donc j'en dis pas plus, mais voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Et on ne sait pas trop comment ça va finir, et on sent que le couple a des envies très différentes. Ensuite, j'ai lu Brûlant secret de Stefan Zweig. Zweig, en fait, moi je le prononce Zweig, mais je crois que ça se dit Zweig. Je suis désolé parce que j'adore cet auteur, mais c'est vrai que je le prononce pas très bien. Ça s'appelle Brûlant secret. Vraiment, c'est tout petit, hein. Ça fait quoi? Ça fait une centaine de pages. C'est une nouvelle, au fait. Enfin, presque une nouvelle, c'est un petit roman, quoi. Parce que souvent, Brûlant secret, il est dans des recueils où il y a Brûlant secret plus d'autres nouvelles. Mais là, c'est sûrement tout seul Brûlant secret. C'est génial, ça se passe sur un bateau. Et il y a une maman qui est avec son fils, qui est un peu pas séparée de son conjoint, mais ils se voient pas beaucoup. Donc on sent que c'est un peu une mère son couple va pas bien. Et l'enfant, il doit avoir quelque chose dans les 8 ans, je pense, 7-8 ans, dans mes souvenirs. Et il y a un homme qui va tomber, qui va être attiré par la mère de ce jeune homme, de ce petit enfant. Et au fait, tout va se jouer sur ce triangle-là. L'homme va un peu se servir de l'enfant. Il va d'abord se rapprocher de l'enfant pour essayer de séduire un peu la mère. Et c'est génial parce que l'enfant, lui, on sent qu'il voit pas beaucoup son père, qu'il est un peu en manque affectif à ce niveau-là. Il voit cet homme qui est super gentil avec lui, donc il s'y attache très vite. Et nous, on se rend compte que c'est un peu une stratégie qui joue un peu avec le gosse. Au fait, pas il s'en fout, mais on sent que le gosse, c'est pas sa priorité. Il s'intéresse plus à la mère, lui. Et on sent qu'il va avoir une sorte de trahison, forcément, au moment où il va un peu délaisser l'enfant pour s'occuper plus de la mère. Et la mère, est-ce qu'elle va tomber sous le charme? Est-ce qu'elle va se faire avoir? Enfin, se faire avoir, pas forcément, mais est-ce qu'elle va comprendre que l'homme, au fait, s'intéresse à elle plutôt qu'à son enfant? Et au fait, c'est ce triangle-là qui fonctionne super bien. Les émotions humaines sont très bien décrites. On est dans la tête de l'enfant, principalement. Ça parle aussi de la mère, tout ça, mais c'est plutôt l'enfant qui va décrire ses émotions. Et l'enfant, c'est super, on est vraiment avec lui, quoi. On est vraiment dans la tête de cet enfant. Et du coup, l'homme est plutôt sympathique au début, et puis à la fin, pas à la fin, je vous raconte pas la fin, mais assez vite, nous, on voit sa stratégie, donc il nous agace un peu, on n'a pas envie que l'enfant s'y attache trop, mais en même temps, on est content pour lui. Après, on se demande ce qui va se passer avec la mère, enfin, c'est génial, c'est super, vraiment, je l'ai lu d'une traite. Déjà parce qu'il est petit, mais parce que franchement, il aurait pu faire 100 pages de plus, je pense que je l'aurais lu d'une traite aussi. Donc c'est vraiment et la fin est très très réussie. Enfin tout est réussi, c'était fantastique. C'était vraiment une des meilleures lectures que j'ai fait depuis très longtemps. Donc Brûlant secret de Stefan Zweig, je vous le recommande, c'était génial. Pour terminer, donc c'est le meilleur roman que j'ai lu en 2024. J'en parle aussi sur mon autre vidéo. Je pourrais faire une vidéo entière sur ce roman parce que c'est génial. C'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar qui est un auteur sénégalais. Il a eu le prix Goncourt, je crois que c'est marqué dessus, heureusement. Non, c'est prix Goncourt 2021. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est ça, c'est 2021. En plus, dans l'autre vidéo, je dis aussi 2021, mais je suis pas sûr non plus. J'ai pas vérifié depuis. Donc il a eu le prix Goncourt en tout cas. Et au fait, je pourrais faire une vidéo entière sur ce bouquin parce que ça parle de tellement de choses. Ça parle. En fait, ça peut être qualifié de roman historique. C'est aussi un roman de voyage parce que ça se passe dans plusieurs pays. On va en France, on va en Afrique, au Sénégal, on va aussi en Argentine, je crois. Enfin, on va aussi en Amérique du Sud. Il y a le personnage principal va rencontrer plein de personnes différentes, beaucoup de femmes, d'hommes, avec des relations complètement différentes les unes avec les autres.
C'est super, c'est un hommage fantastique à la littérature aussi. En fait, c'est un personnage qui est à la recherche d'un manuscrit, qui est peut-être écrit par son père, apparemment, je sais plus, je crois que c'est ça. C'est un manuscrit qui apparemment doit être lu. Vraiment, c'est très important dans sa vie d'avoir lu ce manuscrit. Donc il va essayer de se le procurer. Donc il part un peu dans cette quête-là, donc aussi dans la quête de son père. C'est ça, c'est son père. Qui a été en France, parce qu'il y a un peu la fascination de la culture occidentale, que lui n'a pas forcément, il est beaucoup plus méfiant. Ce jeune homme qui lui a grandi en Afrique, il est plus méfiant parce que son père n'est jamais revenu. Son père était en France, je crois, mais il n'est jamais revenu de France. Il a été faire la guerre avec ce qu'il a, lui, qui dit les blancs en fait. Il a été faire la guerre pour les blancs. Et lui donc se méfie beaucoup plus de la culture occidentale. Donc il va y aller, mais il va être principalement à la recherche de ce manuscrit. Et c'est un magnifique hommage à la littérature en fait. Ça parle de moi j'aime bien les livres comme ça, les livres qui parlent de livres, parce que bah, on est passionné par la littérature et forcément quand ça parle de ça, ça nous intéresse. Et là c'est une langue, c'est une des meilleures langues que je pense que j'ai lues dans ma vie. C'est une langue, en fait c'est une langue qui est très spécifique. Donc je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens par exemple que je connais qui l'ont pas fini, qui se sont arrêtés. Il y a des gens qui l'ont adoré. Donc vraiment moi si j'ai un conseil à donner, c'est si vous commencez à le lire, si vous aimez pas dès le début, peut-être n'allez pas plus loin. Pourtant, c'est un conseil que je donne rarement, de pas finir les livres ou de pas aller plus loin, mais c'est une écriture qui est vraiment spécifique. Donc je pense soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, ça a eu un choc, ça a été un choc monumental. J'ai adoré, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie, mais vraiment. Mais peut-être que j'ai l'impression que c'est pas un livre qui est fait pour tout le monde. Donc La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar, c'est pour moi le meilleur roman que j'ai lu en 2024 et un des meilleurs romans que j'ai lu tout court. Donc vraiment c'était super. Voilà pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une de mes premières, donc bon, peut-être qu'il y a des choses que j'oublie de faire. Les livres, peut-être qu'on les voit pas très bien, je sais pas trop. Peut-être même aussi la qualité de mon ordi, qui commence à être un ordi un peu vieux. Je pense que je vais essayer d'en acheter un autre. Mais voilà, petit top 10, moi j'aime bien ces vidéos-là, elles sont sympas. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis je vous dis à bientôt avec grand plaisir.